Bonjour à tous et toutes. Hello everyone. My name is Natalie Stefanovic. I'm Area Manager for Europe. Together with my colleague Thomas Dupont, we are going to host today's this Business Opportunities in Europe webinar. I will start with a short introduction. Then my colleagues will give the following presentations. Carmen Coca, Economic and Trade Representative for the Brussels Capital Region in Catalonia, will give a presentation on e-business solutions. Nicolas Neve, Attaché Economic for the Brussels Capital Region in Poland, will give a presentation about the real estate sector. And Olivier Costa, Attaché Economic for the Brussels Capital Region in Luxembourg, will give an overview of the food and beverage sector. There will then be a questions and answers session moderated by my colleague Thomas Dupont, who will also conclude the webinar. So let's start. For those of you who do not know our Attaché Economic Commerciaux yet, please do not hesitate to visit the following webpage on our website. See the link on your screen. On this page, you will find the names and contact details of our Attaché Economique. Our Attaché Economique are here to help you explore the markets where their offices are based, find new business opportunities, and develop new business contacts. So feel free to contact them. Regarding the international events how Brussels is currently organizing or attending in this unprecedented COVID-19 situation, in order to continue to give you as many business opportunities as possible, as safely as possible, we are mainly functioning in virtual mode at the moment. So if you want to find out more about our coming international events, such as matchmaking events, webinars, trade fairs, and trade missions, which are the moment are still mainly taking place in virtual mode, you're welcome to check the agenda section on our website, which is regularly updated. See the link on your screen. Now, a few words about the COVID-19 situation in Europe. Since March 2020, the Eurozone economy shrank by 12%. Although no country was spared, some countries have been hit harder than others. Much has changed over the past 6 months. As the coronavirus crisis simultaneously affects both supply and demand, imports and exports across Europe have been affected. Another consequence for many businesses is the increase in the use of digital technologies. Since May, economic recovery is slowly on its way, for example, in Germany, Luxembourg. This is positive news, although economic recovery will probably be uneven across Europe. As Europe is now bracing for a second wave of the pandemic, a number of countries want to avoid another total lockdown situation in order to avoid as much as possible another slowdown of the economic activity. So if restrictions have to be imposed, the decision will, when possible, be taken mainly locally. Which sectors have been affected? For example, in Germany, the automotive industry is going to challenging times. In France, transport, automotive. In Poland, it is the clothing and fashion industry. In Spain, obviously, Spain, which is heavily dependent on tourism, has also been strongly affected. But let's rather focus on opportunities. Again, this is not an exhaustive list. I'm just giving a few examples. In the Netherlands, sectors such as food and drink, passive design can represent interesting business opportunities. In France, business opportunities are to be found in many sectors, but competition is strong. If I have to name a few sectors, I will mention digital, health, construction, food, design. In Poland, there is a lot of growing interest for passive design, but not only. Poland is aiming at increasing its industrialization. Therefore, industrial equipment and services are also in demand. In relation to food and beverages, there is also an interest for organic food and beer. In the UK, it is fine food, luxury, accessories, digital industries, green technologies. In Spain, sectors such as ICT. Finally, in Germany and Luxembourg, you will find also many business opportunities in many sectors. So, to find out more, feel free to contact our economic attachés. And now I will give the floor to my colleagues.
Carmen, c'est à toi. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci Nathalie pour cette introduction. L'objectif de cette table ronde est de synthétiser et présenter les opportunités d'affaires et l'évolution du secteur ICT au sens large en Europe, avec un focus international sur l'e-commerce en Espagne. Pour rappel, le commerce en ligne a bénéficié sur certains marchés. Carmen, Oui. je t'interromps, on ne voit pas ton écran. Sorry. Voilà. Ok, parfait. Vous voyez maintenant? Oui. Mais moi, je ne la vois pas pour passer les slides. Thomas? Il faut que tu abaisses GoToWebinar et que tu ailles dans PowerPoint. Oui, Carmen, tu dois aller dans PowerPoint et cliquer sur ton slide. Et comme ça, il va avancer. Voilà. Ok, désolé. Ben voilà. Alors, comme je disais, mes collègues, les attachés économiques et commerciaux, rapportent un aperçu de la situation dans ces marchés, des approches qui pourront être utiles aux sociétés, aux acteurs du secteur e-commerce à bruxellois à se lancer et à développer davantage le commerce en ligne ou encore à détecter des opportunités d'affaires à l'étranger. Voilà, alors je vais vous montrer quelques chiffres, voilà, quelques chiffres du secteur ICT dans l'industrie globale. Le chiffre d'affaires global de l'industrie ICT a été de 4 027 milliards de dollars en 2018, c'est-à-dire une croissance de 4,3% par rapport à 2017. En premier lieu, vous verrez l'estimation du taux de croissance par rapport à 2018 de 3,8 de croissance estimée en 2023. Par région, l'Amérique du Nord est en première position, représentant 5% du chiffre d'affaires global, suivi de l'Asie, 29%, l'Europe, 24%. La Finlande, la Suède, le Pays-Bas et le Danemark, ce sont les économies digitales les plus avancées de l'Union européenne, suivi du UK, Luxembourg, Irlande et Estonie. Et ensuite, vous verrez par secteur, le secteur des services télécoms est le secteur leader ICT et représente 34% du chiffre d'affaires global, suivi du hardware, IT services, software and business services. Ensuite, pour l'industrie ICT en Espagne, vous verrez l'évolution en nombre de sociétés par rapport à 2008, de 36 300 sociétés à une croissance de plus de 59 000 sociétés actives dans le domaine en 2018. Par secteur, vous verrez que le secteur de programmation, consultance et autres activités informatiques, c'est le secteur qui rassemble plus de sociétés et représente 58,4%. À droite, vous verrez le graphique. Aussi, on voit la croissance importante du secteur par ce secteur. Voilà, en chiffre d'affaires, millions d'euros en 2018, il y a eu une augmentation de 4,1% par rapport à l'année précédente grâce au commerce qui représente plus de 21 500 millions d'euros et surtout les activités informatiques qui représentent plus de 38 000 millions d'euros et signifie représente 6,4%. Par région, les régions qui concentrent le plus grand nombre de sociétés ICT, voilà, c'est Madrid en premier lieu, suivi de la Catalogne et l'Andalousie. Et en chiffre d'affaires, voilà, Madrid représente 67,2%, la Catalogne 16% et le Pays Basque 3,3%.
Voilà, dans cette présentation, on aimerait aussi mettre en avant le secteur des startups. C'est un secteur qui bouge en Espagne. Selon les chiffres, le nombre d'opérations d'investissement de fonds de capital risque a augmenté de 312,9% et les opérations de 55%. Les secteurs qui captent le plus d'investissements, c'est l'e-commerce, la santé et d'autres suivis par les activités favorisées par le Covid. Vous verrez le graphique, l'écosystème des startups espagnoles en termes d'investissement. Vous verrez que Barcelone est en tête, suivi par Madrid. Voilà, Madrid et Barcelone captent 91% des investissements. Barcelone a capté 652,3 millions d'euros et 97 opérations, et suivi de très près de Madrid avec 458,3 millions d'euros et 69 opérations. Par secteur, la mobilité, la logistique, FinTech et InsurTech, ce sont ceux qui attirent le plus d'investisseurs. La FinTech, fin 2019 en Espagne, il y avait 385 entreprises de secteur par activité. Les sociétés de crédit et de paiement électronique représentent 15,6% du total. Et par communauté autonome, 56% des fintechs se trouvent à Madrid, suivi par Barcelone, 19% et Valence, 7%. Faire aussi la remarque du cluster Madrid FinTech, qui est le plus grand du secteur en Espagne. Alors, Madrid concentre les principaux programmes de start-up. Vous verrez ici la liste. Très intéressant pour toutes les startups et voilà, pour les salons et les congrès internationaux qui se tiennent en Espagne, vous verrez que Madrid et Barcelone, ce sont les villes où il y a plus de congrès et salons dans ce sens, et Bilbao aussi. Alors, en ce qui concerne la Catalogne, où je suis basée, quelques chiffres du secteur. La Catalogne concentre 16 339 sociétés, des chiffres 2019, pardon, 114 300 employés en 2019 et un chiffre d'affaires de plus de 18 millions d'euros en 2017. C'est un secteur qui a une croissance très importante, pas seulement en Catalogne, mais en Espagne en général. Voilà, la Catalogne. La Catalogne est un pôle technologie international très important. Et ça se voit par l'écosystème qui donne support à l'industrie, mais aussi c'est un pôle européen scientifique et technologique, et ça c'est grâce aux plus de 1500 startups qui sont présentes, dont 23% sont actives dans le domaine ICT. C'est un emplacement leader en investissement technologique. Étrangers, et ben voilà, Barcelone est une ville très bien connectée. C'est un pôle de talent technologique international et local, et une ville de congrès et salons internationaux, comme par exemple on a le congrès mondial de la téléphonie mobile qui est Mobile World Congress, et d'autres salons du secteur vraiment incontournables comme Smart City aussi. Alors pour parler de Mobile World Congress, c'est un salon qui se tient toutes les années à Barcelone. C'est un congrès qui rassemble plus de 2400 exposants en 4 jours et la visite de plus de 100 000 visiteurs de partout, et facilite la prise de rendez-vous d'affaires, et il y en a plus d'1 million, voilà, en 4 jours. La Belgique est présente avec un pavillon belge. Vous verrez ici en bas à gauche une petite photo du pavillon belge avec, lors de la dernière édition en 2019, on a eu la participation de plus de 40 sociétés du secteur belge, puisque ici, voilà, on a un pavillon où la Belgique, où les 3 régions de la Belgique sont présentes. On reçoit des visites ministérielles, des délégations importantes qui viennent visiter le salon, et ça donne une grande visibilité
la présence belge. Et à droite, vous verrez aussi une petite photo du salon Smart City, auquel on participe aussi avec un pavillon belge. On a eu plus de 37 exposants entre sociétés et villes, et la visite du ministre fédéral de la mobilité, François Bello, et une délégation Microsoft Edge. Voilà, ici en bas, vous verrez tous les salons qui se font à Barcelone dans ce secteur. Les opportunités d'affaires en Catalogne, des opportunités d'affaires technologiques. Voilà, tout d'abord, c'est le secteur de l'industrie 4.0, des technologies clés génériques, ensuite la mobilité et les secteurs à forte intensité technologique comme l'e-commerce, green tech, life science, silver economy, smart cities and video games. Voilà. Et voilà, vraiment, la situation du Covid a impacté le secteur de l'e-commerce, pas seulement en Espagne, en Europe, au monde entier. En Espagne, quelques chiffres. Ben voilà, chiffre d'affaires en 2019 du secteur représente 33,5 millions d'euros, c'est-à-dire une augmentation de 20% par rapport à 2018. En B2C, on voit une croissance significative avec une augmentation attendue les prochaines années de entre 10 et 11% en moyenne par an. Les ventes 2020 ont augmenté de 55% durant la quarantaine et multiplié par 2,5 depuis le début de l'état d'urgence. Ci-dessous, le graphique vous montre les secteurs, la croissance moyenne par secteur. On voit que le matériel sport pour la maison a une croissance de plus de 200%, suivi du bricolage, 100%, jouets, entre autres jeux vidéo, 100%, les boissons alcoolisées, vin et bière, et voilà, industrie pharma, produits vétérinaires, petits appareils, articles de papeterie, électronique et services informatiques. Voilà, les tendances. Voilà, le secteur a la forte croissance du secteur a entraîné des changements d'habitude d'achat online des consommateurs. Les grandes surfaces, en fait, continuent à être le premier secteur où les gens utilisent l'e-commerce. Les tickets et voyages ont été vraiment touchés et devraient remonter. Par contre, la mode remonte de plus de 50% en mai. Voilà, des défis et des difficultés. Ben, cette croissance du secteur ne doit pas cacher les difficultés auxquelles il doit faire face, notamment dans la logistique. La forte demande a entraîné des retards dans les livraisons et les acteurs devront s'adapter aux exigences de la forte demande. Les salons du secteur en Espagne, ben, le plus grand événement e-commerce est eShow. eShow se tient à Madrid et à Barcelone. Toutes les années. Voilà. Alors, pour parcourir, oui. Il te reste 10 secondes pour conclure. Ah, ben voilà. Écoutez, désolé, mais on avait prévu, on voulait discuter de tous les marchés en Europe. Mes collègues à l'étranger, mes collègues, les attachés économiques et commerciaux dans les différents marchés en Europe m'ont transmis, et je vous en remercie, m'ont transmis les éléments à mettre en avant dans cette présentation. Malheureusement, on n'aura pas le temps de parcourir tous ces slides, mais voilà, on mettra ça à votre disposition. Thomas vous enverra ces présentations. N'hésitez pas à nous contacter, à revenir vers nous. Nous sommes à votre disposition. Et voilà, merci de votre attention. Et j'aimerais bien conclure. Pour conclure, voilà, c'était juste dire que les acteurs du secteur devront s'adapter à des changements structurels, devront améliorer ses capacités logistiques. Et ben voilà, merci de votre attention et contactez-nous, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Carmen. On va donc laisser la parole à Nicolas Neve qui va aborder le marché immobilier. Merci, Thomas. J'espère que vous voyez le slide. Bonjour à tous.
Les slides seront en anglais. Je parlerai en français. Maar iedereen kan daarna een vraag stellen in zijn eigen taal. Bon. Bonjour à tous. On m'a donné une mission impossible. Tout d'abord, c'est toujours difficile de parler après ma collègue Carmen Coca. Mais de plus, il est impossible d'avoir une vision d'ensemble d'un secteur aussi disparate que l'immobilier durable en Europe. Mais nous allons essayer. L'idée de faire le focus sur la Pologne est intéressante parce qu'on parle de tendance sur le marché, mais en Pologne, il y a déjà des investissements. Des développeurs ont déjà pris la balle au bond de toutes nouvelles tendances sur le marché qui devraient se retrouver dans d'autres pays d'Europe. La photo que j'ai prise en introduction est une photo montage de la future tour Central Point d'Immobel à Varsovie, au centre de Varsovie. Un projet très intéressant qui a pris du retard pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le Covid, mais où nous avons dû intervenir pour un problème avec les autorités locales, nationales. Ça prouve aussi que Hub Brussels, bien sûr, nous aidons d'abord les startups, les PME, mais nous pouvons, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, comme on dit, nous pouvons aider aussi de grands développeurs qui peuvent avoir des problèmes avec les autorités locales. Alors, de quoi parle-t-on? Certes, nous connaissons bien sûr les certificats d'origine anglo-saxonne comme BREEAMS, les certificats américains, mais c'est quelque chose que le LEED, mais quelque chose que le Covid a amené aussi dans la construction durable, c'est une progression du certificat allemand, le DGNB. Certains disent que le Covid sera aussi l'année de la technologie allemande. Eh bien, là aussi, le DGNB est de plus en plus utilisé comme marque de référence, non seulement dans les pays voisins de la Pologne, mais aussi dans le sud de l'Europe. Je voudrais, dans mon propos, être aussi assez large. On parle de l'immobilier durable, bien sûr, mais il y a l'immobilier intelligent permet aussi non seulement d'avoir des bâtiments moins énergivores, d'aller vers la construction passive, mais aussi permet d'économiser sur la sécurité et aussi, ce que le Covid va amener comme innovation, les innovations dans la qualité de l'air. C'est vraiment là qu'il y aura de toutes nouvelles inventions, contrôle de l'air, qualité de l'air, partage de l'air, affaire à suivre. Alors, tendance générale en Europe, on pensait au début d'année qu'il y aurait un effondrement des prix à l'achat. Eh bien, ces prix ont plutôt résisté, pas partout. Il y a des marchés très spécifiques comme le marché espagnol, encore une fois, et même dans le marché espagnol, il y a des cas tout à fait différents. Mais en général, souffre plus le marché d'immeubles dits de loisirs, avec une clientèle internationale importante, ce qui n'est pas le cas ni en Pologne ni en Belgique, mais bien en Espagne. Et par contre, une tendance générale, c'est évident, pour des raisons évidentes, c'est le marché locatif qui est en baisse partout. Mais le plus, c'est le marché locatif d'espaces commerciaux, où là, on peut parler de chute, évidemment. Est-ce que ça va être une chute temporaire? Il faudra longtemps qu'on revienne encore au prix d'avant le Covid dans ce domaine-là. Je parlais d'immobilier urbain, qu'il soit commercial ou résidentiel. Une tendance générale, moins forte dans certains pays, c'est une accélération de l'exode urbain. Et ça, il va y avoir aussi des demandes dans services spécifiques, innovation derrière. Ça se trouve dans toute l'Europe, moins fort dans des villes comme Paris, où on sait bien qu'il y a des problèmes de mobilité qui se joignent à ce genre de décision. Mais en général, étant donné que maintenant, de plus en plus, on ne va plus au bureau pour travailler au bureau, mais pour des tâches spécifiques et plus en permanence. Beaucoup de personnes, de familles se sont ruées, en tout cas en Pologne et dans d'autres pays, également sur des terrains en dehors des grandes villes, à la campagne, mais en dehors des grandes villes, pas des terrains de villégiature, des terrains de vacances, mais vraiment en dehors des grandes villes. Une fois qu'on trouvait une école pour la famille, eh bien, on achetait le terrain, on investissait là.
Je vais vous donner un exemple qui est typique pour la Pologne, c'est une maison en forme d'ancien manoir du 19e siècle, dans le type dans lequel vivait par exemple le jeune Chopin au début du 19e siècle. C'est le rêve que tout Polonais qui réussit a, c'est d'avoir une maison de ce type. Alors là où je voudrais un peu refroidir les ardeurs de certains, est-ce que c'est obligatoirement de l'immobilier durable? En partie, oui, pour la continuation des investissements de la classe moyenne, de la classe élevée, mais comme tout investissement qui est fait dans la précipitation, je dirais même la panique, attention, il y a quelquefois des cabanes dans des vergers auxquels on a ajouté un étage. Et dans beaucoup de cas, on a plutôt assisté à un retour en arrière du point de vue de l'immobilier durable. Ça, je pense que ce sera que temporaire. 2020 est vraiment une année exceptionnelle, mais il faudra des innovations, il faudra investir pour remettre aux normes les investissements rapides qui ont eu lieu en 2020. Alors, dans le résidentiel, on parle maintenant, c'est fascinant, de l'architecture post-Covid. Je vous ai mis en photo une image, une photo de la maison de l'architecte polonais Konieczny, qui est assez connu à l'étranger, dont on en fait un peu un symbole de l'architecture post-Covid. Cette photo, cette maison s'appelle Arche, l'Arche de Noé, un petit peu de symbole de ce monde anxiogène dans lequel nous sommes. Oublions un peu cette photo. En général, c'est un accessoire qui vont jouer un rôle de plus en plus important. Le balcon, maintenant, on se rue sur les immeubles avec le balcon, c'est plus pour regarder le paysage, c'est considéré comme un outil de survie où on installe des potagers sur les balcons ou autre chose. Les toits, eh bien, on va bientôt ne plus parler de toits, mais de plateformes supérieures de partage, où il y a verger, potager, espace de relaxation. Maintenant, la nouvelle mode, ce sont les ruches urbaines qui paraît-il sont plus saines que les ruches de campagne maintenant parce qu'elles sont moins soumises aux pesticides. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais affaire à suivre. En général, les tendances, là, on peut le voir dans cette maison, c'est le retour du cloisonnement. On était habitués, avec l'influence scandinave, de valoriser l'espace, avoir plus d'espace, des styles de meubles plus épurés, un espace rempli de façon aussi plus épurée. On retourne du cloisonnement, mais aussi un cloisonnement partiel, c'est-à-dire que on sait qu'on va devoir travailler de la maison longtemps. Monsieur ne veut plus être dérangé par madame, madame ne veut plus être dérangée par monsieur, les enfants ne doivent plus déranger les parents et pourtant ils doivent travailler. Donc le modèle dans des maisons d'avenir sera un cloisonnement temporaire pendant la journée avec des cloisons qui descendent du plafond. Et si tout va bien dans cette famille, les cloisons devraient disparaître le soir et le living réapparaître. Bon. Donc, retour du cloisonnement et retour et apparition du multifonctionnel dans les maisons. Alors, dans l'immobilier de bureau, dans cette photo-là, vous voyez cette tour, le Warsaw Spire, pour l'instant, l'une des tours les plus hautes d'Europe, mais elle va bientôt être dépassée, construite et développée par le développeur belge Flamand Guélamco. Je parle du syndrome des âmes mortes en référence à un livre de Gogol où on vendait de l'espace avec les personnes qui étaient attachées, c'était des serfs. Eh bien, un peu c'est ce qui se passe dans l'immobilier de bureau. Et de façon générale, on pensait que les transactions allaient s'arrêter, être gelées pendant le Covid. On attend une meilleure période. Eh bien, les transactions ont continué, alors même que les vendeurs, et souvent les acheteurs, savent très bien que les bureaux vont rester vides pendant une grande partie du temps. Je n'ai pas dit que les bureaux seraient inutiles, ne serviraient à rien. Quelles sont les nouvelles tendances? Les tendances, c'est d'abord une augmentation du coworking actif, c'est-à-dire qu'on ne vient plus au bureau pour aller au bureau, comme j'ai dit en début de présentation, mais pour brainstorming, pour échanger. On a travaillé sur un projet chez soi, eh bien on va au bureau pour continuer le projet avec des collègues, échanger des vues, augmentation donc du coworking actif. Par contre, ce qui va disparaître, c'est l'alvéole, c'est-à-dire disparition du
coworking passif, espace en paysager, où quelqu'un accroche son laptop dans un coin, travaille seul dans un coin, voit éventuellement des collègues pour déjeuner, et ensuite retourne chez lui. Non, ce type-là de travail risque de disparaître. Et dernière fonction du bureau, parce que c'est paradoxal, mais dans l'Europe entière, souvent les décisions commerciales, je dis bien commerciales, pas d'information, les décisions commerciales se prennent encore en présentiel, et donc c'est enivrer le client par un déluge d'innovation, de gadgets, surtout pour les bureaux d'architecture. C'est fantastique ce qu'on peut faire maintenant dans plusieurs salles où vous entrez dans le projet en 3D. Donc, votre client potentiel, enivré par ces innovations, n'a plus qu'une envie de rester avec vous, de signer avec vous. Alors, dans cette course, parce qu'il s'agit vraiment maintenant d'une course aux innovations que le Covid a vraiment fouetté, vous avez votre part du gâteau à prendre. Vous, les startups, vous, les inventeurs, soyez attentifs, venez avec nous dans ce que nous organisons. Cette année est exceptionnelle et les opportunités seront aussi exceptionnelles. D'autant plus pour un marché comme la Pologne, qui a une présence importante de développeurs belges, à la fois de longue génération qui ont déjà le réseau de contact, ou les fonceurs de la nouvelle génération. Nous ne sommes pas, les Belges, un pays nationaliste. Par contre, effectivement, ils ont soif d'innovation, c'est ces clients potentiels. Et en tant que start-up belge, bruxelloise, vous serez reçus, vous serez écoutés, et des discussions constructives pouvant nous donner un contrat seront engagées. Alors, du geste à la parole et de la parole aux actes, marche à vos agendas. Oui, je sais bien que nous sommes dans l'année du Covid, mais ne perdons pas de vue les projets, les missions en présentiel. Le 28 octobre, nous organisons un webinar avec des acteurs du marché de l'immobilier à Varsovie, avec notamment le président de Gelampo Pologne qui nous rejoindra, où non seulement on donnera des tendances du marché de façon plus technique, et aussi on va vous aider avec une méthodologie, comment vendre, comment présenter votre solution à un client développeur potentiel. Nous n'avons pas renoncé, j'insiste sur cela, à la mission en présentiel. Elle devait avoir lieu justement le 28 octobre. Nous comptons la reporter pour la première année à la fin du printemps l'année prochaine. Les dates proposées, mais pas confirmées, sont le 1er et 2 juin 2021, sous la direction de notre secrétaire d'État Pascal Smet. Alors, j'insiste sur ce point qu'il est très motivé et c'est une opportunité unique dans le domaine de l'immobilier. Pour la première fois, nous avons un ministre, secrétaire d'État du commerce extérieur, qui a aussi une compétence technique horizontale. Il est secrétaire d'État à l'urbanisme. Alors, je vous dis que certaines décisions à Bruxelles, au niveau des gratte-ciel, pourraient être nourries par des impressions, des discussions à Varsovie. Vous avez donc l'opportunité de Nicolas, moment historique et alors on vous attend. À bientôt. Merci. merci Nicolas pour ton intervention. Maintenant, je vais laisser la parole à Olivier Costa qui va nous parler du secteur alimentaire. Bonjour à tous, goedemorgen iedereen. De presentatie zal in het Frans plaatsvinden, maar het spreekt vanzelf dat wij bereid zijn om de vragen daarna in het Nederlands te beantwoorden. Ok. C'est bon.
Oké, goedemorgen iedereen. Bonjour à tous. De presentatie zal in het Frans plaatsvinden, maar het spreekt vanzelf dat we bereid zijn om de vragen in het Nederlands daarna te beantwoorden. La présentation que je vais donner couvre les contributions qui m'ont été communiquées également par mes collègues sur l'ensemble de l'Europe géographique et en ce compris jusqu'en Israël. Et donc l'idée est de vous donner un aperçu en quelques minutes avec des différences de marché, mais de quand même trouver des points communs entre ceux-ci. Lorsque l'on parle d'épicerie fine, on ne parle pas que de nourriture au sens large, on parle de produits alimentaires qui sont en général vus comme des produits transformés. On est plutôt dans un segment qui est du luxe ou de produits premium. On parle de spécialités régionales, de spécialités qui concernent un savoir-faire particulier. Ce sont les produits qui sont vendus dans tout ce qui est département délicatessen. On axe l'orientation plutôt sur la qualité que la quantité en termes de production et d'écoulement de produits. L'épicerie fine comprend un volet salé et un volet sucré. Cela concerne à la fois la nourriture, les boissons, qu'elles soient alcoolisées ou non. Toujours en termes de contexte, les produits d'épicerie fine sont fort appréciés à l'international, de façon assez naturelle dans des pays qui ont une forte tradition sur ce type de produits, comme la France, l'Italie, l'Espagne, mais également, et de façon un peu différente, dans des pays qui forment des nouveaux marchés ou qui n'ont pas encore une longue tradition dans ce domaine-là, ou qui ont un marché de niche ou de taille limitée pour le produit d'épicerie fine, ou bien qui sont des marchés plus difficiles à pénétrer. Là-dedans, on peut mentionner par exemple le marché polonais, suédois, croate, serbe ou israélien, où chacun de mes collègues dans les pays pourront vous donner plus d'informations. En ce qui concerne le Royaume-Uni, évidemment, un point d'attention particulier, hormis la crise du Covid, c'est la situation du Brexit et tous les changements qui vont intervenir de façon assez radicale à partir du mois de janvier 2021. Et Mounif Kilani, notre attaché sur place, pourra évidemment vous éclairer sur cette situation. Quand on parle d'épicerie fine, on parle évidemment d'un secteur d'expertise en Belgique, traditionnellement la bière et toute une série d'autres produits, mais dont les aspects qualité et réputation ne sont plus à démontrer. Lorsqu'on approche un marché à l'international, et notamment sur l'épicerie fine, il y a une approche traditionnelle qui est de tout d'abord faire une analyse sectorielle spécifique, de bien savoir ce que veut dire le secteur de l'épicerie fine dans le marché cible potentiel. Et là, de nouveau, les attachés économiques et commerciaux sont là pour vous aiguiller dans ce travail de desk research que nous vous encourageons à mener avant de cibler un pays. L'approche traditionnelle pour l'épicerie fine, c'est soit de s'orienter vers des magasins spécialisés qui vendent uniquement ce type de produit, ou bien de s'adresser à la grande distribution, et notamment aux géants dans ce domaine-là. Aux Pays-Bas, ce sera le groupe Albert Heijn, en Allemagne, le groupe Rewe, Edeka, en France, les géants que sont Auchan, Leclerc, Carrefour. Et donc, évidemment, il y a un choix à faire selon le type de cible de partenaire. On recommande toujours de travailler avec un partenaire local, qui peut être un agent ou un distributeur, qui a la qualité d'être agent ou distributeur exclusif ou non. Une autre façon de procéder est également la possibilité que vous pourriez prendre comme choix, c'est d'agir en direct avec les enseignes locales présentes. Voilà, rien de neuf à ce niveau-là, ce sont des approches assez traditionnelles. Par contre, ce qu'il est intéressant de noter, ce sont les tendances. Alors, au niveau du comportement du consommateur, on remarque que les achats d'épicerie fine sont surtout des achats qui se font lors d'événements particuliers, des grandes occasions, des événements familiaux ou entre amis. L'aspect cadeau est également valorisé lorsqu'il s'agit d'un achat en matière d'épicerie fine. De toute façon, c'est un côté exclusif qui ressort quand on s'intéresse à l'achat ou à la vente de ce type de produit. De façon générale, le chiffre d'affaires en matière d'épicerie fine est en hausse. On note une croissance importante dans ce secteur-là. On verra évidemment les nuances avec la crise Covid qui nous a frappé un peu plus tard dans la présentation. La majorité des achats en matière d'épicerie fine se font toujours en magasin physique. Cependant, comme dans d'autres domaines, les achats en ligne connaissent une importance accrue et qui est évidemment à ne pas sous-estimer et qui va croître encore fortement. L'autre tendance majeure à côté de l'e-commerce, c'est la tendance du bio. Donc, dans l'ensemble des pays européens, mes collègues pourront vous confirmer que le bio est une tendance globale
On voit des enseignes spécialisées apparaître. L'aspect de certification des produits bio, notamment par un organisme comme Certisys, est de plus en plus indispensable. Au niveau des points de vente, on voit qu'il y a de nombreux magasins spécialisés dans la vente de produits haut de gamme. C'est un choix d'accès au marché. Un autre choix d'accès au marché et de tendance, c'est la floraison de rayons bio, d'épicerie fine ou de produits premium que l'on trouve en grande distribution. La grande distribution devant se réinventer à ce niveau-là. Un débouché très important en matière d'épicerie fine, c'est tout le secteur de l'ORECA au sens large. Du point de vue des consommateurs, on note de plus en plus un intérêt de ceux-ci pour des produits de qualité, de même que pour des productions locales, des productions artisanales. Quand on dit production locale, c'est évidemment au minimum au niveau de l'Union européenne. Les appellations d'origine protégée, les indications géographiques, c'est également une attention que le consommateur a pour les produits de bouche. Un autre élément qui est important du point de vue consommateur, ce n'est pas simplement de passer à l'acte d'achat d'un produit, mais c'est de vivre une véritable expérience en qualité de consommateur. Dès lors, il est important de mettre en valeur les personnes, tout ce qui vit autour du produit et pas seulement le produit en lui-même auquel on accolerait un chiffre et un prix. Toujours au niveau du prix, il faut noter que dans de nombreux pays, il y a une très forte attention au niveau du prix et une pression au niveau du prix. Donc au niveau de la négociation, c'est important. Des marchés pour lesquels le prix est très important, ce sont les Pays-Bas par exemple, ce sont l'Allemagne, deux marchés importants qui font partie des pays limitrophes et traditionnellement des destinations de choix pour nos entreprises bruxelloises. Le prix est également important dans des pays où le pouvoir d'achat est plus faible. Je pense à la Pologne, à la Croatie, à la Serbie, par exemple. Une autre tendance qui ne se retrouve pas dans tous les pays, il faut beaucoup plus nuancer, mais dans certains pays, on voit qu'il y a une diminution du nombre d'épiceries fines pour une augmentation, par contre, de départements spécialisés dans les grandes surfaces. Mais ça varie d'un pays à l'autre. Alors, avec mes collègues, on souhaitait vous formuler aussi quelques recommandations. Quand on approche un nouveau marché, la première chose, c'est d'avoir une bonne compréhension du marché local, de l'épicerie fine. Le marché français n'est pas le marché polonais et en Pologne, c'est encore différent du Royaume-Uni. Donc, de bien faire l'analyse spécifique au marché, de choisir son partenaire avec soin et de cibler également le type de clientèle que l'on veut accrocher avec ces produits. Et ça, évidemment, les attachés économiques et commerciaux sont à votre disposition pour vous épauler dans cette démarche. On insiste également sur un positionnement premium. Rien ne sert d'attaquer l'étranger avec des produits moyens de gamme que l'on peut retrouver partout, mais cet accent premium qui va ressortir de la qualité du produit, du type d'emballage, de l'histoire liée au produit, du lieu de vente où il va être présenté, de l'expérience consommateur, ce sont tous des éléments qui participent à ce positionnement premium et qui sont à préférer. Le développement d'outils digitaux est une recommandation majeure que l'on se permet de formuler également, de disposer d'outils spécifiques au marché cible. Par exemple, quand on fait de l'e-commerce, le moyen de paiement en Espagne ne sera pas celui de l'Allemagne ni celui de la Suède ou encore moins en Italie. Il varie, donc il faut s'adapter au marché cible. Une forte présence sur les réseaux sociaux est également recommandée. Bruxelles vous aide à participer à des foires et des salons. On vous encourage à y participer, que ce soit des salons nationaux comme en Allemagne, Corpus Culinariae, le Delhi Festival, en Suède, Gastronor. Il y a des salons internationaux très importants comme le CIAL, Anuga, ISM, ou bien des salons plus spécialisés. Biofach, qui se tient chaque année à Nuremberg, est un exemple. Alors, le consommateur achète un produit, mais il achète de l'expérience aussi. Et donc, avoir une attention sur l'expérience client et sur le conseil qui est donné est assez important. Et cela passe, par exemple, par des démonstrations, des recettes qui seraient communiquées aux consommateurs. Une autre recommandation importante, c'est de donner du sens au prix. C'est très bien de venir sur une segmentation premium avec un prix approprié, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui justifie ce prix. Donc, raconter l'histoire des produits, la provenance, la qualité, le processus de fabrication et l'élaboration des produits est un élément qui permet de justifier un prix relativement élevé. Faire connaître les produits passe par des animations sur site et rien de tel que de toucher, de goûter, de voir le produit que pour convaincre le consommateur, mais avant ça aussi de convaincre le partenaire local avec lequel on vous encourage à travailler. En ce qui concerne la collaboration avec un partenaire, évidemment, on vous encourage à privilégier une relation qui s'inscrit dans le long terme.
Ça veut dire qu'il faut y investir du temps, de l'argent, de l'énergie et soigner cette relation pour que, évidemment, la pénétration de votre produit sur le marché cible soit la plus optimale possible. Je terminerai en 2 minutes avec une courte mention de l'impact de la crise sanitaire. Comme les collègues l'ont déjà dit et comme vous l'entendez évidemment depuis plusieurs mois, la crise sanitaire Covid a un impact énorme. C'est également vrai dans le secteur de l'épicerie fine. La tendance la plus forte que l'on remarque, c'est l'augmentation de l'e-commerce. Et donc, pour y faire face, il faut évidemment être prêt à organiser un système de livraison ou de collecte, organiser la vente directe, et également les outils digitaux dont je parlais auparavant. Donc, c'est un changement de paradigme qu'il est important d'intégrer. Le consommateur également a ses comportements qui changent. On a vu qu'il y a eu durant cette crise, et c'est tout à fait normal, une forte diminution des ventes sur des produits premium et de luxe. Ce n'est évidemment pas la priorité d'acheter ce type de produit-là. C'est à noter. Les débouchés également en matière HoReCa, tourisme, qui sont traditionnellement liés également à l'épicerie fine, ont particulièrement souffert et continuent de souffrir, et c'est également une donne à prendre en compte dans l'ensemble des pays de la zone Europe. On peut évidemment malheureusement s'attendre à des faillites, des restructurations d'entreprises dans le domaine de l'épicerie fine. Je pensais à un exemple en Pologne où il y a déjà une enseigne qui a disparu, mais ça va également se faire ressentir dans d'autres pays malheureusement, et donc il faut pouvoir être prêt à faire face à cet élément-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Cette petite présentation, c'est la contribution de différents collègues de la zone Europe et plus de mon collègue en Israël. On est évidemment à disposition pour vous éclairer plus précisément sur les marchés spécifiques, de même que Nathalie Stefanovic et Thomas Dupont, qui sont les area managers de la zone Europe. Je vous remercie. Ik blijf tot u beschikking. Fijne dag nog. Merci beaucoup Olivier pour ton intervention. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. On n'a plus beaucoup de temps parce que l'Asie est déjà à notre porte pour son séminaire à lui. Et donc, on va commencer avec une première question pour Carmen. Carmen, est-ce que tu sais réactiver ton micro et ta webcam? Voilà, la première question. Voilà, donc, tu as parlé du Mobile World Congress. Oui. Est-ce que vous avez déjà une idée de savoir si ça se déroulera bien en 2021 ou bien si c'est encore flou? Oui, en fait, il aura lieu en 2021, mais les organisateurs du salon doivent encore éclaircir si la formule sera hybride, c'est-à-dire en physique et virtuel, en présentiel et virtuel, ou bien tout à fait virtuel. Ça, on ne sait pas encore. Merci Carmen. Donc ça vaut effectivement pour tous les salons qu'on a cités pour l'instant. Donc par exemple, Olivier a parlé de Biofac qui est pour l'instant maintenu, ISM également. Je ne sais pas si au niveau de l'audience, il y a d'autres questions. Vous avez un petit outil au niveau de votre fenêtre GoToWebinar pour poser les questions. Encore une question pour Carmen, décidément. Carmen, tu es très sollicitée. Au niveau du Covid, est-ce que le Covid a rendu le marché digital plus concurrentiel? Est-ce qu'on a vu un pic au niveau de l'activité? Est-ce que c'est plus concurrentiel à ce niveau-là? Oui, en fait, on voit qu'il y a une forte concurrence, pas seulement en Espagne, mais au niveau de l'Europe. Et voilà, les acteurs devront s'améliorer pour que les prix soient compétitifs, voilà, par rapport aux géants et aux autres concurrents locaux. Merci Carmen. Alors une question également pour Olivier ici maintenant. On nous demande pour le transport alimentaire, quel est le transport que vous privilégieriez? Évidemment, il faut voir vers quel marché on se destine. Sur les marchés limitrophes, les solutions seront peut-être difficiles. Le transport routier est toujours favorisé, mais s'orienter vers des modes de transport plus durables est évidemment une tendance et un encouragement que l'on a. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question, mais il faut voir accéder au marché du sud de l'Espagne peut-être de façon différente à exporter à Amsterdam. Merci Olivier. Donc maintenant, on va laisser la place à nos collègues de l'Asie.
Si vous avez besoin de conseils personnalisés ou d'accompagnement personnalisé de nos AEC, vous pouvez toujours prendre rendez-vous via la plateforme B2Match pour les Virtual Business Days. Donc, n'hésitez pas, ils sont à votre disposition. Merci beaucoup pour votre participation, merci beaucoup pour votre présence et on se tient toujours à votre disposition pour vous aider. À très bientôt.